Jamais je n'oublierai les sensations d'effroi, d'horreur et d'admiration que j'éprouvais en jetant les yeux autour de moi. Le bateau semblait suspendu comme par magie, à mi-chemin de sa chute, sur la surface intérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence, d'une profondeur prodigieuse, et dont les parois, admirablement polies, auraient pu être prises pour de l'ébène, sans l'éblouissante vélocité avec laquelle elle pirouettait et l'étincelante et horrible clarté qu'elle répercutait sous les rayons de la pleine lune qui, de ce trou circulaire que j'ai décrit, ruisselait en un fleuve d'or et de splendeur le long des murs noirs et pénétrant jusque dans les plus intimes profondeurs de l'abîme. 2, 4, 6, 8, 10, 12. La phrase de Baudelaire fait 12 lignes du Pléiade. The waste wide of liquid ebony. Il n'a rien changé des mots d'Edgar Poe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Baudelaire a strictement respecté la ponctuation d'Edgar Poe. C'est la ponctuation qui dicte la traduction. Est-ce que c'est l'œuvre qui compte ou l'archéologie de vous-même qu'elle matérialise hors de vous, vous permettant d'en suivre les traces? Je l'ai dit pour le Scarabée d'or, probablement lu CM2 à 10 ans, et tout d'un coup quelque chose bascule. Dans le début des années collège, en Vendée, où était notre attache principale, on passait les étés à La Tranche-sur-Mer. À La Tranche-sur-Mer, il y avait une maison de la presse. Cette maison de la presse, dans l'opulence de l'été, il y avait des présentoirs à livres de poche. Je m'en souviens, des tours verticales de livres, mais beaucoup plus de livres, alors que du livre populaire. C'était pas la librairie Metz à Luçon, où tout était un petit peu assourdi, un petit peu secret, où les livres étaient beaux, et puis c'était les livres scolaires. Non, à La Tranche-sur-Mer, c'était... Mais là, pour moi, est venue la première découverte de Kafka. Et puis là, les 2 volumes de poche, Histoires extraordinaires et Nouvelles histoires extraordinaires. Ça peut sembler extrêmement banal, surtout dans nos périodes maintenant où toute l'appropriation de choses peut venir d'un geste dans l'air. Ça arrive dans votre boîte aux lettres. Mais à l'époque, les livres pouvaient venir. Est-ce que les musiques pouvaient venir? Non. Est-ce que les musées et les tableaux pouvaient venir? Non. Donc, évidemment, ça laisse plus de traces. Et la collection des lectures d'enfance liées à la maison de la presse de La Tranche-sur-Mer laisse peut-être plus de traces, justement, par ce dont ça témoigne de hasard, d'arbitraire. Alors, de toute façon, oui, lecture pour moi des 2 volumes, Histoires extraordinaires, Nouvelles histoires extraordinaires. Comment j'aurais pu ne pas les lire? Mais à 12, 13, 14 ans, qu'est-ce qui vous reste? La grande lecture de l'époque 4e, c'était Stendhal, Le Rouge et le Noir. Donc quelque chose où Edgar Poe, de toute façon, est à l'écart, est dans une sorte de lointain, un peu... Vous regardez ça, justement, comme ce mot qu'il utilise dans L'Ange du bizarre. Le mot bizarre. Baudelaire, bizarre. Est-ce que j'avais lu Les Fleurs du Mal? Non. Est-ce que j'aurais eu accès aux Fleurs du Mal? Non. Alors, je crois qu'ensuite, dans ces années où ces livres de poche disparaissent, s'usent, s'éloignent, le Scarabée d'or, non, lui était toujours resté. Mais Nouvelles histoires extraordinaires, je crois qu'il y avait une édition reliée aussi dans l'armoire du grand-père. Ce qui reste, c'est évidemment les choses les plus archétypes d'Edgar Poe. Et puis, je pense qu'à 13 ou 14 ans, c'est un peu logique. Le cœur révélateur, pom, 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 et le cadavre, quand tu vas le sortir de sa cave. Ou le chat noir. Ah, le chat noir. Donc le chat noir, le cœur révélateur, oui, là, l'image d'Edgar Poe, tu la portes en toi. Mais c'est pas forcément plus que ça. Alors après, du temps. Et je recommence à écrire. J'ai 24 ans, on est en 77.
C'est une période riche, mais dont j'ai très peu ouvert les trappes, en tout cas dans l'espace de ce que je publie. En 80, j'ai commencé le manuscrit de Sortie d'usine. Je suis en vadrouille, une vadrouille de hasard. Je sais qu'il y a encore de l'autostop. Une dernière fois de ma vie où je ferai de l'autostop. Il y a être hébergé à Laval, en Mayenne. C'est la seule fois de ma vie où je suis allé à Laval, en Mayenne. Et puis là, dans une chambre de hasard, des gens que je ne reverrai jamais, il y a, là, sur une étagère, une vieille édition de poche. Nouvelles histoires extraordinaires. Et se dire, nouvelles histoires extraordinaires, le souvenir des lectures de la préadolescence, le prendre et découvrir qu'Edgar Poe, c'est pas du tout l'image que j'en avais. Tout s'est enchaîné. Passage, justement dans ce même voyage de fortune, à Lannion, en Bretagne. À l'époque, on disait les Côtes du Nord, transformées plus tard en Côtes d'Armor, pour garder le numéro 22 sur les plaques d'immatriculation. Petite librairie, et puis le souvenir de ce soir, l'avant-veille, passé à relire, redécouvrir Edgar Poe. Et j'avais jamais eu de Pléiade. J'avais jamais vu de Pléiade. J'avais vraiment pas de sous. Enfin, c'est une année où je me débrouillais à payer le loyer de la Piole en bricolant des thèses pour des étudiants étrangers. Mais c'est obscur en soi-même. Tout d'un coup, tu vois Edgar Poe, et c'est ce que tu viens de relire à l'avant-veille, et tu sais que c'est le lien avec tes 10 ans, le Scarabée d'or, et que c'est le lien avec ces deux petits volumes étranges, bizarres, lus à 12, à 13 ans. J'ai acheté ce Pléiade d'Edgar Poe. Il ne m'a jamais quitté depuis. Bon, évidemment, je vous raconte ça, mais qu'est-ce qu'on affiche? Mais justement, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Descente dans le Maelstrom, par exemple. Le puits et le pendule, par exemple. Ça veut dire que dans mes lectures des 2 volumes Histoires extraordinaires et Nouvelles histoires extraordinaires, vers l'âge de 12-13 ans, il restait des choses un peu fortes, mais depuis combien de temps j'ai pas relu Le Chat Noir ou Le Cœur révélateur? Et par contre, cette masse autour de choses qui maintenant me prenaient comme dans un étau intérieur, et me jetaient à l'extérieur de moi, là où justement j'étais dans ce manuscrit qui deviendrait Sortie d'usine. Là par contre, il n'y avait pas de souvenir. Je me souviens avoir découvert aussi la vie d'Edgar Poe par la notice de Baudelaire. Alors, entre les grosses bio Edgar Poe qu'on a maintenant et les 2 brèves notices de Baudelaire dédiées à Maria Clem, la mère adoptive d'Edgar Poe, tout un univers. Et encore, on en sait tellement peu sur la réalité d'Edgar Poe. Peut-être que j'ai relu très vite Le Chat Noir, Le Cœur révélateur, vérifier que les souvenirs étaient bien en place. Et puis descendre dans le Maelstrom. Alors vous savez, tout au long du 19e siècle, il y a ces revues de géographie, si on veut, la traversée de l'Australie, entrer dans les zones blanches des cartes en Afrique, ou ceux qui reviennent d'avoir marché dans l'Arctique. Il y a une publication. Et même repenser à Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Là, on les voit, les sociétés géographiques. Et puis, c'est rassemblé dans des volumes. En France, ça s'appelle Le Tour du monde. On le retrouve souvent chez les bouquinistes. Et c'est merveilleux, c'est écrit serré. Et c'est très étrange aussi parce que c'est illustré. Et c'est les graveurs, c'est leur métier. Mais les graveurs, ils inventent d'après ce que leur raconte l'auteur. Parfois, les auteurs sont eux-mêmes dessinateurs. Parfois, les auteurs ont emporté avec eux une chambre photographique. Et ce sera la bascule de Jules Verne. C'est-à-dire, vous reprenez les mêmes illustrateurs, vous leur dites quoi dessiner, et le statut de réel que vous êtes habitué à trouver dans Le Tour du monde ou ces autres revues fait que Voyage au centre de la Terre, vous le prendrez comme une expédition réelle. Et là, on est aussi chez celui qui précède Jules Verne de 2 décennies, Edgar Allan Poe. C'est quoi le Maelstrom? C'est en Norvège,
Comment ça vient à lui? Par quel article? Par quelle revue? Ben justement, dans toutes les choses savantes sur Edgar Poe, apparemment, on n'a pas trouvé. Mais c'est logique que ça circule, que ça arrive. C'est populaire, ces récits. Comment on peut apprendre à connaître la Terre, sinon par les récits qui vous en donnent témoignage? D'où l'infinie fonction, l'infinie symbolique, l'infinie importance de la littérature. L'enquête d'Hérodote, fondation de la littérature. Quand ce rôle s'en va, comme c'est le cas pour nous, comment nous, on réinvente ce rêve qui était porté là. Et c'est ça, descendre dans le Maelstrom. Alors Maelstrom, près des îles Lofoten, en Norvège, mais en Norvège, il y en a un autre endroit, un peu moins violent. Il y en a aussi un dans la même disposition de fjord, en Écosse, c'est-à-dire que dans les renverses de marée, avec ces courants marins qui s'opposent, se crée un mouvement circulaire de tourbillons dans les îles Lofoten. Alors dans les îles Lofoten, ce phénomène de tourbillon, il s'appelle le Morskstraumen. Je ne sais pas prononcer, sauf que c'est bizarre d'y retrouver le mot Traumen, le rêve en allemand, Morskstraumen. Mais Edgar Poe ne s'appuie pas, il prend l'appellation Moskau-Strom, c'est-à-dire le Strom, comme dans Maelstrom, et là c'est le Strom de Moscow dans les îles Lofoten que Baudelaire rend par Lofoten, donc c'est pas plus que ça. Quelque chose qui sera beaucoup plus extraordinaire, c'est l'irruption du bruit. C'est pas évident, l'irruption du son dans la littérature. Quand il y a ce renversement de marée, que se crée le tourbillon, le marin, au narrateur ou à son frère, je sais plus, lève la main et dit « Écoute ». Écoutez cette logique de Louis, là, dans ce passage. Je fis un ou deux efforts pour parler à mon frère, mais le vacarme, sans que je puisse m'expliquer comment, était accru à un tel point que je ne pus lui faire entendre un seul mot, bien que je criasse dans son oreille de toute la force de mes poumons. Tout à coup, il secoua la tête, devint pâle comme la mort, et leva un de ses doigts comme pour me dire « Écoute ». Évidemment, il n'y a rien à écouter puisqu'on est déjà à la saturation totale du bruit, du vacarme. Là aussi, il y aura un texte de Kafka qui s'appellera Vacarme. Et dans cette saturation, c'est l'impossibilité d'écouter quoi que ce soit d'autre, sinon que le signe désigne un encore au-delà du son. Et évidemment, pour le marin dans la barque avec son frère, c'est le signe qu'ils sont pris, qu'ils vont être happés par le gigantesque tourbillon. Mais on est tellement habitué dans Poe à être dans ces logiques d'image et de temps que le fait d'avoir là quelque chose qui passe par le son, puisque précisément, qu'est-ce qui reste à voir? Rien. La masse liquide de la mer, la fusion totale de la mer et du ciel, et puis le creusement de la mer. Qu'est-ce qui reste? Le son. Et ça, pour moi, c'est ce souvenir très précis de l'été 1980. Lire des pages dont je ne vais pas souvenir et découvrir leur faculté abstraite. Et découvrir précisément comment l'exacte machinerie du récit pouvait être aussi dépouillée, aussi exacte, aussi tranchante. Et que Baudelaire l'avait compris, puisque tout le travail de la phrase, c'était d'aller entrer et rendre compte de cette précision géométrique, tranchante, rigoureuse de la phrase. Et pourquoi Descente dans le Maelstrom en reste la fixation ultime? Qu'est-ce qui se passe? La barque est prise dans le tourbillon. La barque continue d'avancer à une vitesse de plus en plus folle sur les deux parois de l'entonnoir. Un entonnoir qui devient vertical. Il devient vertical pourquoi? Parce que dans l'histoire fantastique, et non pas la réalité du Moskostrom près des îles Lofoten, le creusement ouvre vers le fond de la mer, ce qui déclenchera le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. À un moment donné, le ciel n'est plus visible, mais le fond de la mer non plus n'est plus visible. On a une trouée verticale
Et si on pense aujourd'hui, quand on tente de penser la logique des trous noirs, qu'est-ce qu'on a comme modèle de représentation? On sait que forcément tous nos modèles de représentation inscrits dans une spatialité sont annulés par la réalité du trou noir. En même temps, pour l'espace, dans la théorie des cordes, des 11 dimensions qui permettent de penser la structure à certains endroits, les replis, et justement les trous noirs, on parle de verres, VER, des verres dans l'espace, qui permettent à ces différentes 11 dimensions de la théorie des cordes d'avoir toutes leurs singularités. Et ces singularités, ce sont les quasars ou les... Je délire, moi on viendra voir Eureka plus tard. La question c'est que cette forme-là est géométrique, elle n'est pas inscrite dans nos spatialités ordinaires. C'est-à-dire que la circularité de la barque, mais dans la barque, la pesanteur, elle s'exerce bien avec cette même force centrifuge. C'est-à-dire que le narrateur interposé, le marin qui raconte son histoire au narrateur, il est dans la barque avec son frère, mais pour eux, la géographie, c'est toujours cette verticalité ne leur apparaît pas. Le repère, par contre, du mouvement de plus en plus accéléré de la barque, lui, pour nous, dans le récit, est devenu une verticalité, un cylindre vertical où ce qui concerne le monde vers lequel on voudrait revenir a disparu puisque ciel et mer se sont confondus et que par contre, ce qui s'ouvre en bas, c'est l'espace symbolique de la mort, de la perte, de la disparition totale. Alors ensuite, narrativement, vous savez, le narrateur, appelons-le comme ça, donc le marin qui raconte à celui qui nous rapporte le récit, dit qu'il voit une espèce de tonneau et que ce tonneau qui est à la même... qui est près de la barque et tourne à même vitesse, petit à petit reste plus haut, tandis que la barque s'enfonce de façon de plus en plus accélérée. Il comprend que cette attraction vers le fond dépend du poids, et il tente de convaincre son frère, c'est-à-dire ce qui est un autre lui-même, un lui-même dont il ne peut être séparé, sinon que c'est son frère, que leur poids les emmène dans la perte et la faim, tandis que attraper un de ces petits tonnelets qu'ils ont pour la pêche, s'y agripper, eh bien peut-être qu'ils vont rester, en tout cas descendre de façon relativement bien plus lente, et que comme le maelstrom est un phénomène transitoire lié à la renverse des marées, peut-être et il se jette, tandis que son frère, lui, reste dans la barque, agrippé, et meurt. Alors évidemment, pour moi, c'est facile tout ça parce que en mai 1980, je quitte ce travail que j'avais salarié dans une usine. C'est une très belle période importante de ma vie parce que il y a des angoisses, il y a de la peur, il y a de la blessure, il y a des rêves qui restent jusqu'à aujourd'hui encore. Simplement, il y avait eu la possibilité de voyager 3 mois à Moscou, 4 mois plus 2 mois à Bombay, aller en Tchéquie, à Prague, une quinzaine de jours, aller en Suède, à Swedenborg, découvrir Edvard Munch, dans tout ça. Et puis tout d'un coup, tu dis, non, j'arrête. Pour moi, c'était une éclipse. Il suffisait d'aller dans une boîte d'intérim quelconque, et ok, je sais faire ça, où est-ce que je vais pour travailler, quoi. Puis il y a eu le premier bouquin, et puis finalement, ça a duré comme ça. Mais là, cet été-là, tu te dis, de quelle barque j'ai sauté? Tous ceux que je connais depuis 4 ans qui sont là et qui n'ont pas sauté. Et toi, tu t'agrippes. Tu t'agrippes à quoi? Tu t'agrippes à des cahiers? Tu t'agrippes à ces pages que tu tapes à la machine à écrire électrique? Le fait même que tu aies dépensé, je crois qu'à l'époque c'était 1100 francs pour une machine à écrire Smith Corona qui faisait un bruit énorme, mais qui était une machine à écrire électrique, et tu n'as aucune certitude que tu vas tenir plus longtemps que ce qu'il faut pour la renverse de la marée. C'est pour ça que ce texte m'a happé. À cause de sa géométrie, et certainement parce que cette question-là posait
évidemment, non pas quelque chose qui me rassurait sur mon propre geste, mais en tout cas m'aidait à tenir dans sa dimension, et le fait qu'on ne sait pas certaines choses, pourquoi on les fait. Ceux qui me tirèrent à bord étaient mes vieux camarades de mer et mes compagnons de chaque jour, mais ils ne me reconnaissaient pas plus qu'ils n'auraient reconnu un voyageur revenu du monde des esprits. Mes cheveux, qui la veille étaient d'un noir de corbeau, étaient aussi blancs que vous les voyez maintenant. C'est-à-dire une histoire racontée par le marin, le survivant, celui dont le frère mort est toujours à l'intérieur de lui, mais qui a vécu le changement de bascule du monde dans l'espace vertical. Quand on était enfant, dans les fêtes foraines qui passaient une fois par an, il y avait ça s'appelait le mur de la mort. Des gradins en bois, debout, les spectateurs qui se mettaient tout au-dessus, et puis les motos qui tournaient à toute allure. Ça, pour moi, c'est la figure exacte. La même passion ou le même vertige, en petit, que le maelstrom. Mais là, il demande à celui qui raconte l'histoire dans le livre de dire ce qu'il voit, alors que lui vient de dire ce qu'il voit. Et donc ce que le type voit, c'est celui qui lui a raconté l'histoire. Mes cheveux, qui la veille étaient d'un noir de corbeau, étaient aussi blancs que vous les voyez maintenant. C'est des tout petits détails comme ça qui font la mécanique d'Edgar Poe. Ils dirent aussi que toute l'expression de ma physionomie était changée. Je leur contais mon histoire, ils ne voulurent pas y croire. Ça, c'est Lovecraft plus tard. Tu es dépositaire d'une horreur qui n'est pas transmissible et dont tu ne peux pas attester de la réalité. Alors lui, il en fera son propre monde. Parce que quoi ? Parce que tout Lovecraft vient d'Edgar Poe. Je vous le raconte à vous maintenant, et j'ose à peine espérer que vous y ajouterez plus de foi que les plaisants pêcheurs de Lofoden. C'est-à-dire, je vous la raconte à vous maintenant. Est-ce que c'est le marin qui le raconte au narrateur ou au narrateur qui vous le raconte à vous, lecteur ? J'ose à peine espérer que vous y ajouterez. Donc, on refait l'emboîtement à l'envers et partez avec descente dans le maelstrom. Notre première glissade dans l'abîme à partir de la ceinture d'écume nous avait portés à une grande distance sur la pente, mais postérieurement, notre descente ne s'effectua pas aussi rapidement. À beaucoup près, nous filions toujours circulairement, non plus avec un mouvement uniforme, mais avec des élans qui, parfois, ne nous projetaient qu'à une centaine de yards, et d'autres fois nous faisaient accomplir une évolution complète autour du tourbillon. À chaque tour, nous nous rapprochions du gouffre, lentement, il est vrai, mais d'une manière très sensible. Je regardais au large sur le vaste désert d'ébène qui nous portait, et je m'aperçus que notre barque, etc.